Alors, on va maintenant aller vers les facteurs de la croissance économique. Du moment qu'on a travaillé sur le PIB, comment on calcule le PIB selon les trois angles, ou bien trois approches, comment distinguer entre le PIB et le PNB, comment distinguer entre le PIB réel et le PIB nominal. Et ce PIB-là, ce fameux PIB, c'est le facteur utilisé pour déterminer la croissance économique. Donc, on va premièrement voir un petit peu les facteurs de la croissance économique, les facteurs de la croissance économique. Pour savoir ces facteurs de croissance économique, on va premièrement définir qu'est-ce que la croissance économique. Qu'est-ce que la croissance économique? Donc, on va adopter la définition de l'économiste François Pirault. François Pirault, il conçoit la croissance économique comme étant l'augmentation soutenue durant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension pour une nation, le produit global brut ou net en termes réels. Alors, pour François Pirault, c'est quoi la croissance économique? L'économie croît lorsque il y a une augmentation soutenue, durable, longue, d'un indicateur qu'il a appelé, lui, le produit global brut ou net, mais en termes réels. C'est pourquoi on a fait la distinction en haut entre le PIB nominal et le PIB réel. Donc la croissance économique correspond à l'accroissement de la quantité de biens et de services produits dans un pays au cours d'une période donnée. Plus il y a de la production de biens, plus il y a de la croissance. Ça veut dire lorsque la quantité, je dis bien la quantité de biens produits, et là je reviens un petit peu sur ce que j'ai précisé la séance dernière, et faites attention, on peut avoir un taux de croissance élevé, mais il est dû tout simplement à l'augmentation du prix. La croissance ne peut être réelle que il est dû à l'augmentation des quantités produites de biens et de services dans un pays pour une période donnée. Donc, on peut mesurer cette croissance économique en se basant sur le PIB réel. En se basant sur le PIB. Et de là, on va se poser, pour déterminer les sources ou bien les facteurs de la croissance économique, on va se baser sur un certain nombre de questions de départ. Premièrement, d'où vient la croissance? Ça veut dire quelles sont les causes de la croissance. Deuxièmement, comment peut-on expliquer l'augmentation de la production de biens et de services d'une période à l'autre? Comment on peut expliquer cette augmentation? Est-ce qu'il existe bien sûr des facteurs explicatifs pour cette augmentation? Alors là, si vous voulez bien répertorier ou détecter les facteurs de la croissance économique, on va travailler sur une typologie de facteurs de croissance. Une typologie de facteurs de croissance. La croissance, il peut être lié à des facteurs de l'offre. La croissance peut aussi être liée à des facteurs de demande. La croissance peut être liée à des facteurs psychologiques et la croissance peut être liée aussi au rôle de l'État. Donc, on peut avoir de la croissance économique grâce au volet offre, comme on peut avoir de la croissance économique grâce au volet demande, comme on peut avoir de la croissance tout simplement parce qu'il y a des facteurs psychologiques, comme on peut avoir de la croissance parce qu'il y a l'intervention de l'État dans l'économie. Donc, les facteurs liés à l'offre, les facteurs liés
à l'offre, ça veut dire que ce sont des raisonnements en termes d'offre qui se placent du côté de la structure productive, ça veut dire la partie production. Donc, comment expliquer qu'une entreprise, par exemple, puisse augmenter sa production? Alors, si jamais l'entreprise augmente sa production, l'entreprise 1, elle augmente sa production, l'entreprise 2 aussi, 3, 4, 5, jusqu'à la énième entreprise, là, il y aura une production qui augmente, donc c'est une croissance, en termes de quantité bien sûr, c'est une croissance qui est due à l'offre. Cette augmentation de l'offre, comment une entreprise peut augmenter sa production? Soit l'entreprise, il va augmenter la quantité de facteurs de production. Ça veut dire, il va recruter plus d'employés, il va acheter plus de machines. D'accord? Ça veut dire le capital et le travail. Alors l'entreprise peut augmenter sa production en augmentant la quantité de capital, ça veut dire en achetant de la technologie, des machines et tout ça, ou bien en augmentant le nombre d'employés, ça veut dire le nombre de travailleurs utilisés par l'entreprise. Alors si l'entreprise opte pour ce volet-là, on parle de ce que l'on appelle la croissance extensive. On parle de ce que l'on appelle la croissance extensive. Donc, c'est quoi la croissance extensive? C'est l'augmentation de la production due à l'augmentation des facteurs, de la quantité des facteurs de production. Alors, une entreprise qui travaille avec 100 comme capacité de production capitale, avec 300 employés, il produit 1000. S'il veut passer de 1000 à 1500, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter des machines, il va ajouter du travail pour avoir les 1500. Alors, cette production-là, cette croissance de l'offre, si vous voulez bien, cette croissance de la production s'appelle la croissance extensive. Donc, l'entreprise peut augmenter sa production tout simplement en augmentant les quantités des facteurs de production, à savoir le capital et ou le travail. Mais l'entreprise peut adopter une autre démarche. Une autre démarche, c'est l'entreprise peut améliorer tout simplement l'efficacité de ces facteurs de production utilisés. C'est-à-dire, il va améliorer la productivité de ces facteurs de production. Il ne va pas augmenter la quantité de travail, mais il va augmenter le nombre de produits avec la même quantité de travailleurs. Ça veut dire qu'il va augmenter la productivité. Et comme on a dit en haut, la productivité, par exemple, du travail, c'est la production par travailleur. Si un travailleur produit 10 par jour, l'entreprise peut le pousser à produire 12 ou 13 par jour. Donc, il a amélioré sa productivité. Ça veut dire qu'il a augmenté la production, la quantité produite, sans pour autant changer la quantité de travail. D'accord? Ou bien, il peut travailler à une capacité de production en termes de machines plus grande. Mais généralement, et c'est ça bien sûr la conception marxiste, généralement ce qu'il a appelé Marx la plus-value, donc généralement cette approche-là, il est basé essentiellement sur les travailleurs, parce que c'est l'homme qui peut produire plus que ce qu'il a déjà produit. La machine ne peut pas dépasser sa capacité, donc il y a tout ce débat sur l'exploitation des ouvriers. Mais si l'entreprise arrive à augmenter la production sans pour autant changer les quantités de travail et de capital, ça veut dire qu'il a amélioré tout simplement la productivité de ce travail et ce capital, on parle alors de croissance intensive. Donc, la croissance extensive, c'est l'augmentation de la production due
à l'augmentation du capital et ou du travail. La croissance intensive, c'est l'augmentation de la production due à l'augmentation de la productivité du travail et du capital sans pour autant changer les quantités capital et travail. Mais tout ça, il s'insère dans l'optique de l'offre. Il s'insère dans l'optique de l'offre. Donc on dit que c'est une croissance qui est liée à l'offre. Alors le courant de pensée de l'offre, il nous dit, voilà, la croissance, il vient toujours de la quantité offerte. On peut augmenter cette quantité offerte soit par l'augmentation du capital et du travail, c'est extensif, soit par l'augmentation de la production, mais l'essentiel pour eux, la croissance, il vient de l'offre et non pas de la demande. Alors les partisans de la croissance par la demande, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est la demande qui crée de la croissance. Donc ces raisonnements-là en termes de demande se placent maintenant dans le volet de l'équation achat. C'est pas vente, le volet achat. Donc si une entreprise, par exemple, augmente sa production, pourquoi ils vont augmenter cette production? Alors les défendeurs des facteurs de croissance liés à la demande se posent la question, ils disent pourquoi une entreprise va augmenter sa production? Tout simplement parce qu'il y a une demande, parce que pour satisfaire une demande qui existe déjà. Donc l'entreprise, elle augmente sa production, c'est pour répondre à la demande qui lui est adressée, n'est-ce pas? Donc plus pour ce courant de pensée, plus la demande augmente, plus il y aura de la croissance. Parce que plus il y a de la demande, plus les entreprises seront incitées à produire, donc il y aura de la production, donc il y aura de la croissance économique. Donc cette demande bien sûr, comme il est déjà mentionné dans l'équilibre emploi-ressources, d'où vient cette demande? D'où vient normalement cette demande? Cette demande, il peut émaner des consommateurs nationaux via ce qu'on appelle la consommation finale. Il peut venir des consommateurs internationaux via les échanges extérieurs, ou bien il peut venir des entreprises à des fins d'investissement. Alors l'essentiel pour les défendeurs de la croissance liée à la demande, il insiste sur et nous pousse à mettre l'accent sur la demande. Il faut améliorer la demande parce que une demande qui s'améliore va automatiquement inciter les entreprises à augmenter leur production pour répondre à cette demande et donc il y aura de la croissance économique. Donc pour eux, c'est la demande qui crée la croissance et non pas l'offre. Alors, un autre courant de pensée, il est allé un petit peu plus loin pour dire que la croissance, ce n'est que de la psychologie. La croissance, ce n'est que de la psychologie. Ça veut dire qu'il y a des facteurs d'ordre psychologique qui contribuent à l'augmentation ou l'amélioration de la croissance. Ça veut dire l'évolution de la demande, ainsi que celle de la structure productive, dépendent en partie des facteurs psychologiques. Donc ils disent, la demande ou l'offre, ce ne sont que des réactions psychologiques. Parmi ces réactions, on peut mettre en avant la confiance. Pour ce courant de pensée, la confiance des agents économiques qui les poussent à consommer. Si les agents économiques auront confiance en bien, ils vont le consommer. Donc le facteur, il est psychologique, il n'est ni lié à la demande, ni lié à l'offre. D'accord? Et
avec le développement de la notion de rationalité, le postulat de rationalité que vous avez vu, je pense, en première année, aussi, c'est psychologique. Et avec le développement de l'esprit d'entreprise via le goût des risques et l'apparition d'autres entrepreneurs. Donc, pour ce courant de pensée, la demande augmente, c'est psychologique. C'est la confiance, c'est la rationalité, c'est le risque. L'offre augmente, c'est psychologique. Donc, il y a des facteurs psychologiques pour la croissance économique. Voilà, donc, pour résumer, il y a un courant de pensée qui s'attache à l'offre, il nous dit c'est l'offre qui crée la croissance. Il y a un autre courant de pensée qui parle de la demande, c'est la demande qui crée la croissance. Un troisième courant de pensée, c'est les facteurs psychologiques qui créent la croissance. Alors maintenant, le quatrième facteur, c'est le rôle de l'État. Pourquoi on a évoqué le rôle de l'État de la croissance? Là aussi, parce qu'il y a un débat sur, il a existé, il existe toujours, sur le rôle de l'État. Est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie? Est-ce que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie? L'État gendarme, l'État-providence et tout ça. Mais pour la partie croissance, l'État joue un rôle très important dans le domaine de dans l'augmentation et l'amélioration de la croissance. Donc l'État peut contribuer à la croissance économique, par exemple, en mettant en place des infrastructures construisant des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des établissements publics. Donc, il peut contribuer à la croissance. L'État peut contribuer aussi à la croissance en mettant en place, si vous voulez bien, des mesures visant à internaliser les externalités, d'accord, en promouvant la concurrence, en luttant contre les monopoles. Ça veut dire lorsque l'État intervient pour stopper les monopoles et créer de la concurrence, il peut contribuer à la croissance économique, en formant la population pour améliorer le capital humain, en mettant en place des pôles de compétitivité, en contribuant à la relance de la demande via des dépenses publiques. Donc, l'État il a un rôle de stimulation de la croissance. Donc, jusqu'à présent, nous avons déterminé le produit intérieur brut, le PNB, comment on calcule le taux de croissance, le PIB réel, le PIB nominal, la croissance, les facteurs de la croissance, c'est l'offre, c'est la demande, c'est les facteurs psychologiques, c'est le rôle de l'État. Mais cette fameuse théorie de la croissance, il souffre d'un certain nombre de limites. Cette fameuse théorie de la croissance tout entière, il souffre d'un certain nombre de limites, à savoir, elle n'est pas la mesure de l'économie sur la base d'un taux de croissance n'est pas assez pertinente. On ne peut pas se baser sur le PIB pour déterminer ce que l'on appelle le bonheur des agents économiques. Et la problématique aussi créée par la croissance au niveau écologique. Ça veut dire qu'on peut créer de la richesse, mais en détruisant la nature. Donc, le taux de croissance ou bien l'indicateur croissance reste toujours un indicateur non pertinent, d'accord? Parce que le PIB, il a des limites, on ne peut pas se baser sur le PIB pour déterminer la croissance de l'économie. En particulier, par exemple, le PIB ne prend pas dans l'activité économique le travail domestique, par exemple, le travail de la femme à la maison, il n'est pas comptabilisé, alors c'est de la production. Il ne prend pas en considération le travail bénévole et il ne prend pas en considération l'activité souterraine. L'activité souterraine, ça veut dire l'économie souterraine, tout ce qui passe sous la table, ça c'est pas calculé
même s'il est interdit par la loi et tout ça, mais quand même il y a des actions qui passent et qui influencent sur l'activité économique qui ne sont pas comptabilisées. Donc le produit intérieur brut ne comptabilise pas toutes les actions qui contribuent dans la croissance. Et donc, il reste toujours un indicateur non pertinent. Aussi, le PIB est un instrument quantitatif. Il ne mesure pas la qualité de la croissance. Donc, c'est un instrument qui est non qualitatif. Il ne mesure pas la qualité de la croissance qui doit prendre en compte positivement les activités économiques qui ne contribuent pas en tant que telles à l'accroissement de la quantité de biens et services disponibles. Donc, le PIB, ce n'est pas un bon indicateur pour mesurer le bonheur. La croissance a indéniablement des effets positifs sur le bonheur individuel car elle est source d'accroissement de revenus, de création d'emplois, de développement, mais il peut, en même temps, il a des effets qui doivent être nuancés. Il a des effets qui doivent être nuancés. Par exemple, on a de la croissance, mais on a un problème de répartition des richesses créées. On a de la croissance, mais on a un problème de répartition de la richesse. Il y a de l'évolution de la production, mais elle est mal répartie. Une augmentation de PIB ne se traduit pas directement et nécessairement par une amélioration de situation de chacun. On peut avoir globalement une quantité produite qui augmente, mais c'est pas bénéfique à tout le monde. C'est pas bénéfique à tout le monde. Donc, s'il y a un problème de répartition de ce qu'on a produit de plus, c'est comme si on n'a rien fait. D'accord? Alors, si on passe de 100 à 300, ça veut dire qu'on a ajouté 200, mais ces 200-là, il est accaparé à 90% par un ou deux agents économiques. C'est comme si on n'a rien créé comme valeur ajoutée. L'autre limite de la croissance économique, c'est sa relation avec tout ce qui est écologique. Donc l'activité économique, bien sûr, il a un impact néfaste sur l'environnement naturel. Par exemple, la destruction de la couche d'ozone, comme vous savez, réchauffement climatique, atteinte à la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, et ainsi de suite. Donc, il a un impact néfaste sur l'écologie. Donc, la question qui se pose maintenant dans ce volet-là, est-ce qu'on peut concilier entre une bonne croissance et une bonne écologie? Ça veut dire quelle est la formule la plus pertinente qui va en même temps accroître la croissance économique, mais sans pour autant détruire ce qui est écologique. Et là, on peut avancer un certain nombre de réponses possibles qui peuvent être soit positives, soit négatives. Par exemple, il y a certains qui disent que la croissance et l'écologie sont deux notions qui peuvent être conciliables. Hein? Il y a certains économistes qui estiment qu'ils sont conciliables. Ils disent que ce problème de conciliation, il va se résoudre, si vous voulez bien, naturellement, grâce au progrès technique qui permettra de réduire à terme la consommation des ressources naturelles par unité produite. Ça veut dire si il y a du progrès technique, on ne va plus consommer la nature de cette façon-là, et de cette façon-là, on peut avoir de la croissance économique sans pour autant compromettre et créer des problèmes au niveau de l'écologie. Donc, c'est oublier l'effet de rebond qui fait que face à l'amélioration des techniques productives, les agents économiques en profitent pour accroître leur consommation, ce qui annule les bienfaits des progrès techniques sur l'environnement.
Donc voilà, il y a un problème de conciliation entre la croissance et l'écologie, et bien sûr d'où la notion de développement durable que vous connaissez. Donc l'approche du développement durable annonce qu'une croissance n'est positive que. Alors, la croissance n'est positive que lorsque elle répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres ça veut dire les générations futures ne doivent pas souffrir d'un problème écologique ou un problème naturel. Donc il s'insère, cette notion de conciliation entre l'écologie et la croissance s'insère dans la notion du développement durable. Cette notion de développement durable, il touche bien sûr trois dimensions, à savoir l'économique, le social et l'environnemental. À long terme, il n'y aura pas de développement possible si celui-ci n'est pas économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donc, pour concilier entre les deux notions, il faut que nos projets de croissance, soient économiquement efficaces, ça veut dire rentable, efficace, socialement équitable, ça veut dire bien les richesses sont bien réparties, et écologiquement soutenable. Il y a une autre approche pour la conciliation entre le phénomène de croissance et le phénomène écologique. Alors cette approche, elle estime que la croissance et l'écologie sont deux phénomènes conciliables, mais à travers l'approche de ce qu'on appelle la décroissance. L'approche de la décroissance, alors cette approche, il avance qu'on ne peut pas concilier croissance et écologie. Selon cette approche, face aux effets néfastes de la croissance, la seule solution consiste à décroître en cherchant à produire et à consommer moins. Alors, ce courant de pensée voit que on ne peut pas concilier entre les deux notions, à savoir la croissance et l'écologie, parce que s'il y a une forte croissance, il y aura un problème au niveau de l'écologie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers ce que l'on appelle la décroissance. Ça veut dire qu'il faut décroître, ça veut dire en cherchant à produire et à consommer moins pour ne pas détruire la nature. D'accord? Donc, il faut opter pour des solutions telles que les politiques environnementales, d'accord, qui visent à promouvoir des activités économiques ayant des conséquences moins nocives sur l'environnement. D'accord? Donc, ces politiques environnementales consistent à interdire certaines activités polluantes, taxer certaines activités polluantes, c'est le principe des pollueurs-payeurs, subventionner certaines activités non polluantes. Donc là, on va mettre des restrictions sur la croissance, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé la décroissance, soit mettre en place un marché de droit à polluer. Voilà donc, on a terminé avec la partie croissance économique. Donc on avait travaillé jusqu'à présent sur le problème du chômage, le problème de l'inflation, le phénomène de croissance économique. Maintenant, on va réunir ces trois problèmes économiques et sociaux et on va ajouter un autre indicateur, à savoir la balance des transactions courantes, et on va créer un carré qui s'appelle le carré magique de Kaldor. Kaldor, l'économiste Kaldor, c'est lui qui a
inventé et a créé ce carré magique. Alors, c'est quoi ce carré magique? Tout simplement, il est magique. Pourquoi? Parce qu'il ne prend jamais une seule forme. Il est magique parce que c'est un carré qui change à chaque fois les circonstances et la situation économique changent. Alors, si Kaldor, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a tracé un graphique, comme ça, avec 4 pôles, comme ça, avec 4 pôles. Il a mis les 4 indicateurs qui sont contradictoires. Par exemple, sur cet axe, le taux de chômage. Sur cet axe, la balance des transactions courantes. Sur l'axe en haut, le taux de croissance du PIB. Et sur l'axe en bas, le taux d'inflation. Et bien sûr, chacun de nous, il va prendre les données concernant ces 3 indicateurs pour un pays, par exemple le Maroc, et on va essayer d'installer le taux de chômage sur l'axe chômage, la balance des paiements, transaction de déficit ici, le taux d'inflation et le taux de croissance. Alors si le carré, il est équilibré, comme ça, il est équilibré, ça veut dire que l'économie est équilibrée. Mais généralement, on trouve que ce carré de Kaldor, il n'est jamais équilibré parce que les objectifs qui ont été posés sur le graphique sont contradictoires. Vous ne pouvez pas diminuer le chômage sans augmenter l'inflation. Vous ne pouvez pas avoir de la croissance sans qu'il y ait une diminution de chômage. Et toujours est-il, ce carré, il se déforme, c'est pourquoi il a appelé un carré magique. Alors, lorsque vous allez recevoir le document, le support de cours, vous allez trouver, j'ai tracé un certain nombre de carrés magiques, et vous allez voir comment ils changent. Pour le cas du Maroc, par exemple, en 2011, il a une forme. En 2012, il devient avec une autre forme. En 2013, une autre forme. 14, 15 et 16. Et j'ai comparé les 6 carrés magiques pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Vous allez voir ça sur le document. Vous allez comparer. Vous allez voir que où est-ce qu'il est le carré le plus pertinent. Ensuite, j'ai comparé le carré magique de la France en 2014 par rapport au Maroc et on a constaté que les deux sont déséquilibrés, mais en France, ils donnent plus d'importance au chômage, à l'emploi, alors que le Maroc, il a donné plus d'importance au déficit budgétaire. Ça, vous allez le voir sur les graphiques. J'ai comparé aussi le Maroc avec le Canada et vous allez voir que le carré magique du Canada, il est pratiquement équilibré. Pratiquement, il est bien dessiné, il est équilibré. Donc, la distance en haut, elle est presque égale à la distance en bas. La distance à droite, il est presque égale à la distance à gauche. Ça veut dire qu'il mène une politique un petit peu bien équilibrée. Alors que pour le cas du Maroc 2014, toujours est-il, il s'avère que le gouvernement a mis l'accent sur ce qui est déficit budgétaire. Il a oublié un petit peu la croissance économique et l'inflation. On a comparé avec l'Algérie. J'ai comparé aussi avec l'Algérie. Donc, on constate que pour l'Algérie, il est un peu non équilibré. Donc, il y a un grand problème d'inflation. Et voilà, j'ai comparé tout ça pour vous montrer que les 4 objectifs qui ont été utilisés par Kaldor, qui sont contradictoires, lorsque je tire le taux de chômage de ce côté, bien sûr, le carré va changer. Donc, c'est pour cette raison qu'il est magique. Ça veut dire que pour n'importe quel gouvernement, il ne peut pas concilier entre les 4 indicateurs. Ça veut dire avoir une bonne croissance. Ça veut dire avoir un taux de chômage faible,
avoir un taux d'inflation faible, un déficit faible en même temps. Les 4 indicateurs en même temps, c'est presque impossible de les avoir en même temps. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On donne la priorité à 1 ou 2 indicateurs, par exemple, par année. Ça veut dire si jamais, pour cette année-là, on va s'intéresser à l'emploi, au chômage. Et on va voir quel est le degré de chômage toléré, quel est le degré de chômage toléré. Et en fonction de ça, on peut déterminer le taux d'inflation adéquat, la croissance adéquate et le déficit adéquat. Donc voilà pour réunir, si vous voulez bien, les concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant, le chômage, l'inflation et la croissance. Voilà, donc je passe directement à un autre concept qui a été développé récemment et il est d'ordre presque social, c'est un problème d'ordre social, à savoir le développement humain. Le développement humain. Donc le développement humain ou ce qu'on appelle l'IDH, l'indicateur de développement humain. Alors, cet indicateur, il a été conçu à travers un certain nombre de composantes qui vont nous permettre de calculer cet indice qui s'appelle l'indice de développement humain. Donc, les dimensions qui ont été posées avant, maintenant, il y a un changement. On va arriver à ça. Les dimensions qui ont été prises en compte pour calculer cet indice de développement humain, c'est la dimension santé, la dimension savoir et la dimension niveau de vie. Alors, la dimension santé, il a été mesuré par le critère, ce qu'on appelle l'espérance de vie à la naissance. Le savoir, il a été scindé en deux. C'est le taux d'alphabétisation et le taux de scolarisation. Le niveau de vie, c'est le produit intérieur brut par habitant. Donc, normalement, cet indice de développement, il est calculé, il était calculé parce qu'on a changé maintenant sa formule, il est calculé de façon à combiner la santé, le savoir et le niveau de vie. Bien sûr, ils ont donné un tiers à la santé, un tiers au savoir et un tiers au revenu. Il y a certains qui s'appellent le savoir l'instruction, il y a d'autres qui s'appellent le revenu, le produit intérieur brut par tête. Ça veut dire un tiers santé, plus un tiers instruction, plus un tiers revenu. Il vous donne ce qu'on appelle l'indicateur de développement humain. Alors, comment on calcule cet indice de développement humain? C'est un indice dimensionnel. Donc, on calcule un indice dimensionnel du pays. D'accord? C'est quoi l'indice dimensionnel du pays? Il est obtenu par le rapport entre. Donc, l'écart entre la valeur de l'indicateur dans le pays et la valeur la plus petite. Donc, la valeur la plus petite et la valeur de l'indicateur du pays. C'est ce qu'on appelle l'indice dimensionnel. Divisé par l'écart entre la valeur la plus grande de l'indicateur et la valeur la plus petite. Donc, si nous voulons écrire cette formule, elle est écrite sur le document, vous allez la voir. Valeur dans le pays concerné, par exemple le Maroc, moins la valeur minimale qui existe dans le monde. Par exemple, l'alphabétisation, voilà le taux d'alphabétisation au Maroc, moins le taux d'alphabétisation minimum, il existe dans un autre pays, je ne sais pas, divisé par la valeur maximale qui existe dans le monde, moins la valeur minimale. C'est ce qu'on appelle l'indice dimensionnel. Alors, comment je vais calculer cet indice de développement humain? Donc, nous avons dit que l'indice de développement humain, il est composé de 3 composantes. Vous avez la santé, vous avez le savoir
et vous avez le PIB. D'accord? On va commencer par le premier indice, à savoir l'indice de la santé. Ça veut dire l'indice d'espérance de vie. Et on va prendre l'exemple du Maroc, par exemple en 2003. En 2003, l'espérance de vie à la naissance était de 69,7. Ça veut dire que en moyenne, les Marocains vivent 69,7 ans. C'est la moyenne de la vie en 2003. D'où l'indice d'espérance de vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est la valeur du pays moins le minimum divisé par le maximum moins le minimum. Alors la valeur de l'espérance de vie en 2003 au Maroc, c'est 69,7. Moins le minimum d'espérance de vie dans le monde, c'est 25, d'après les statistiques. Donc c'est 69,7 moins 25 divisé par le max. Le max d'espérance de vie, il existe dans un pays, c'est 85. Moins le minimum qui est 25, il nous donne 0,75. Donc l'indice unidimensionnel de l'espérance de vie, ici, pour le Maroc, c'est 0,75. D'accord? Je répète, si l'indice d'espérance de vie dans le Maroc, 69,7, moins le minimum qui est 25, divisé par le maximum qui est 85, moins le minimum qui est 25, il est égal à 0,75. Donc on a calculé maintenant la première composante, à savoir l'indice d'espérance de vie. Deuxième composante, on a dit, c'est le savoir, c'est le niveau d'instruction. Alors, le niveau d'instruction, comme on a dit, il est scindé en deux. Vous avez l'alphabétisation et vous avez la scolarisation. Donc, la procédure de calcul de l'indice de niveau d'instruction, c'est calculer un indice de l'alphabétisation des adultes et un indice pour la scolarisation. Ça veut dire le taux brut de scolarisation dans le primaire, le secondaire et le supérieur. Donc, et on va fusionner ces deux indices-là pour avoir un indice qui s'appelle l'indice du niveau d'instruction, dans lequel il y aura l'alphabétisation des adultes. Et cette alphabétisation des adultes, il va recevoir une pondération de 2 tiers. Alors l'indice, ils ont donné 2 tiers pour l'alphabétisation et 1 tiers pour la scolarisation. Donc finalement, si je reste toujours dans l'année 2003, les chiffres pour le Maroc dans l'année 2003 sont les suivants. Le taux d'alphabétisation des adultes en 2003, il était de 50,7%. Le taux brut de scolarisation, il est de 58%. Alors maintenant, je vais calculer l'indice lié au niveau d'instruction, à savoir 2 tiers pour l'alphabétisation et 1 tiers pour la scolarisation. Mais attention, il faut toujours utiliser l'indice unidimensionnel, ça veut dire le pays moins le minimum divisé par le maximum moins le minimum. Alors pour l'alphabétisation des adultes, nous avons dit que l'indice, le taux il est de 50,7. Donc 50,7 moins 0. Parce que dans certains pays, il n'y a plus d'analphabètes. Donc le minimum c'est 0. D'accord? Divisé par le maximum 100%, 100% moins 0, ça donne un indice d'alphabétisation de 0,507. L'indice de scolarisation, il est égal à 58 parce qu'au Maroc c'est 58%, moins 0 parce que ça existe dans des pays où il y a plus de personnes qui ne sont pas scolarisées, divisé par le maximum qui est 100 moins 0, ça donne 0,58. Maintenant, je vais calculer l'indice de niveau d'instruction. Et nous avons dit que l'indice de niveau d'instruction, il a donné 2 tiers à l'alphabétisation et 1 tiers à la scolarisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre 2 tiers et je vais la multiplier par le 0,57 que j'ai calculé pour l'alphabétisation, plus 1 tiers, et je vais la multiplier par 0,58 pour avoir à la fin l'indice du niveau d'instruction 0,507.
0,53. Donc, rappelez-vous, l'indice du niveau d'espérance de vie, il est égal à 0,75. L'indice de l'instruction, il est à 0,53. Il nous reste la troisième composante, à savoir l'indice du PIB. L'indice du PIB. Alors là, on utilise la même formule. Le pays moins le minimum divisé par le pays moins divisé par le maximum moins le minimum. En 2003, on parle de 4000, il y a un chiffre, l'essentiel de la formule maintenant, il est maîtrisé. Et on le calcule. Généralement, on utilise le logarithme pour le PIB parce que les chiffres du PIB sont très grands. Et donc, on utilise le logarithme tout simplement pour réduire un petit peu le nombre de cas. L'essentiel, l'indice du PIB, il est calculé de la même façon. Il donne 0,62 pour avoir finalement l'indicateur de développement humain. Il est égal à 1 tiers fois l'indice d'espérance de vie, plus 1 tiers fois l'indice de niveau d'instruction, plus 1 tiers fois l'indice de PIB, ce qui donne 1 tiers 0,75 plus 1 tiers 0,53 plus 1 tiers 0,62, ce qui donne 0,631. Donc l'indicateur de développement humain au Maroc pour 2003, il est égal à 0,631. Alors là, la question qui se pose, est-ce que ce 0,631, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est mauvais? Donc 0,631, est-ce que c'est bon d'avoir 63,1% comme indicateur de développement humain? Alors les experts qui ont produit cet indicateur de développement humain, ils le calculent pour tous les pays. Ils le calculent pour tous les pays et ils classent les pays en fonction de cet indicateur. Ils classent les pays en fonction de cet indicateur. Là, vous allez voir un tableau après sur les quelques indicateurs de développement humain pour un certain nombre de pays. Par exemple, le Qatar, c'est 0,849. L'Émirat, c'est 0,849 aussi. Bahreïn, 0,846. L'Iran, c'est 0,736 et ainsi de suite. Le Gabon, c'est 0,635. Et on classe les pays selon l'ordre de cet indicateur et on dit voilà, le pays tel il est meilleur par rapport au pays à l'autre pays et on classe en fonction de cet indicateur de développement humain. D'accord? Mais le problème qui se pose ici pour ce classement-là, comme vous allez le voir dans les tableaux que vous allez recevoir, c'est que si jamais je suis à la position 5 cette année et un autre pays X, il est à la position 7, après, je suis à la position 3. J'étais à la position 5 et maintenant je suis à la position 3. Ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai avancé. D'accord? Même si je passe de 5 à 3, ça ne veut pas dire que j'ai avancé. Pourquoi? Tout simplement, il se peut que ce sont les autres qui ont reculé. D'accord? Moi, je suis resté à ma place, j'ai rien changé, ni au niveau de la santé, ni au niveau du savoir, ni au niveau des PIB, mais les autres pays ont reculé et moi, je suis devenu en deuxième position. Ça veut dire que cet indicateur, il ne reflète pas l'effort fourni par le pays. D'accord? Il se peut que, tout simplement, à cause au recul d'un ou deux pays, moi j'ai avancé. Ça, c'est le premier problème de cet indicateur. Donc, le classement en lui-même est une approche qui ne marche pas pour décider de... Alors, deuxième problème de cet indicateur, c'est que cet indicateur est composite. Alors, comme vous l'avez constaté,
un tiers sont des moyennes et la moyenne cache les disparités. Statistiquement parlant, un tiers savoir, un tiers santé, un tiers PIB. Et dans le un tiers savoir, vous avez 2 tiers alphabétisation et un tiers scolarisation. Ça veut dire 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 neuvièmes, plus 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième, plus le 1 tiers du PIB, plus le 1 tiers, donc il y a tout un calcul de moyenne qui va cacher les disparités. Il ne va pas nous donner vraiment est-ce qu'on est développé humainement ou pas. Troisième problème, c'est que si j'avance en termes de l'indicateur de développement humain, je ne peux pas savoir quelle est la composante, la partie qui a participé à cette augmentation. Et là, j'évoque l'histoire de ciseaux en économie, l'histoire des ciseaux. Lorsqu'on coupe un papier comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui a coupé. Est-ce que celui-là ou celui-là? Donc, le papier il est coupé, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a coupé le papier. Est-ce que celui-là ou celui-là, ou bien les deux? Donc là, je ne peux pas savoir. Est-ce que c'est la santé qui s'est améliorée? Ou bien est-ce que c'est le PIB? Ou bien est-ce que c'est le savoir? Lorsque je recule en termes d'indicateurs de développement humain aussi, je ne peux pas savoir quelle est la cause. Est-ce que j'ai reculé en termes de santé? Est-ce que j'ai reculé en termes de PIB? Est-ce que j'ai reculé en termes de savoir? Donc l'indicateur, il est un petit peu composite sur lequel on ne peut pas se baser pour décider des facteurs de développement humain. Bien sûr, en avançant, les experts ont ajouté quelques retouches sur cet indicateur, des extensions, donc pour la même approche, pour tenir compte de l'indicateur pondéré. Donc ils ont découpé encore, ils ont aggravé la situation. Alors ils voulaient l'améliorer, mais ils ont découpé encore davantage l'espérance de vie, ça veut dire la longévité et santé, en l'indice d'espérance de vie pour les femmes et l'indice d'espérance de vie pour les hommes. Ils ont découpé le savoir en indice de niveau d'instruction femmes-hommes. Et ça veut dire qu'ils ont introduit l'approche genre dans le calcul de cet indicateur sexo-spécifique de développement humain. Donc la situation, statistiquement parlant, elle a été aggravée parce qu'on a ajouté d'autres moyens sur des moyens sur des moyens. D'accord? Ils ont mis un certain nombre de développement et d'extension que vous allez les voir, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché malheureusement, ça n'a pas marché. C'est pour cette raison qu'ils ont publié d'autres composantes pour cet indicateur et ils ont mis d'autres dimensions pour cet indicateur et ça devient encore plus compliqué. D'accord? C'est en 2014 qu'ils ont fait ces extensions, c'est plus récent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la dimension éducation, ils ont gardé la dimension santé, ils ont gardé les conditions de vie, mais ils ont découpé la composante éducation en scolarisation des enfants, scolarisation des adultes. Ils ont décomposé la dimension santé en handicap, mortalité infantile. Et ils ont décomposé la composante condition de vie en avoir de l'eau potable, avoir de l'électricité, avoir de l'assainissement, avoir du revêtement de sol, le mode de cuisson et la détention d'actifs. Donc vous avez déjà 3 dimensions. La première, elle est découpée en 2. La deuxième, elle est découpée en 2. La troisième, elle est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 composantes. En 6 composantes. Alors l'indicateur
qui a été utilisé pour la scolarisation des enfants, ça veut dire qu'ils ont donné des conditions de 16 à 14 ans et tout ça, d'accord. Ils ont donné un sixième à la scolarisation des enfants et un sixième à la scolarisation des adultes, un sixième à l'handicap, un sixième à la mortalité infantile, un 18e à l'eau potable, un 18e à l'électricité, un 18e à l'assainissement, un 18e au revêtement des sols, un 18e au cuisson, au mode de cuisson, et un 18e à la détention d'actifs. Et chaque dimension, elle est insérée dans le modèle IDH avec le 1 tiers. Ça veut dire, si je prends l'éducation, vous aurez 1 tiers multiplié par 1 sixième scolarisation, plus 1 tiers multiplié par 1 sixième scolarisation des adultes, plus 1 tiers multiplié par 1 sixième handicap, 1 sixième, plus 1 tiers multiplié par 1 18. Donc ça devient plus compliqué par rapport à ce qu'on a déjà évoqué et ça ne donnera pas beaucoup de résultats sur lesquels on peut se baser pour faire des politiques économiques. Donc l'indicateur de développement humain peut poser quelques problèmes de politique économique parce que se baser sur un indicateur composite comme ça, je crois que ça va donner des résultats qui ne reflètent pas la réalité. Et donc, ça va causer des politiques qui ne sont pas adéquates à ce qu'on veut chercher pour améliorer un petit peu notre statut en développement humain et à la séance prochaine. Merci.